Nickel. Bon, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à Nicolas, bonjour à Quentin. Merci d'être présents tous pour ce nouveau webinaire. On va du coup aujourd'hui parler de l'optimisation de la rémunération du dirigeant, qui est un vaste sujet. On en a déjà dit quelques mots dans des précédents webinaires, mais aujourd'hui on va essayer vraiment de se concentrer sur cette partie RN et comment on peut faire pour l'optimiser au mieux pour vous tous dirigeants d'entreprise. Pour ce faire, aujourd'hui, on a notre ami Quentin Braveil qui je crois que c'est tout le webinaire avec qui j'ai fait des bêtises, Quentin, et qui va se présenter la. Eh bien oui, effectivement, c'est le premier. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Quentin Braveil, j'ai 35 ans et je suis le cofondateur de l'agence Seven, qui est une agence de communication spécialisée dans l'univers du sport et du gaming. Et globalement, en gros, pour être très synthétique, on accompagne des annonceurs dans leur communication. On les aide à communiquer dans ces univers que sont le sport et le gaming, aussi bien sur une partie très stratégie de comment prendre la parole dans ces écosystèmes, et on déploie aussi de façon très concrète les campagnes qu'on vend à nos clients. Voilà. Super, avec une super histoire que tu pourras nous raconter tout au long du webinaire aujourd'hui, avec beaucoup de réussite que vous avez eu avec François tout au long de ce début d'aventure avec Célada. Et on a aussi bien sûr nouvel associé à Coneo du coup sur la partie patrimoine. Nicolas, je te laisse pareil te présenter. Donc enchanté, donc Nicolas Baudonnet, effectivement. Donc, nouvel associé du groupe Aconeo. Nous, on intervient pour l'expertise patrimoniale. Pour ma part, un peu plus de 17 ans d'expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine, avec une approche globale qui reprend du coup tous les leviers fondamentaux de la gestion de patrimoine, à savoir support immobilier, support financier, tout ce qui est effectivement proposition, utilisation, et une expertise sur du coup l'approche aussi du chef d'entreprise, avec, on va le voir ensemble, le côté transversal de notre métier, et d'où aussi notre rapprochement avec Aconeo. C'est vraiment de corréler le professionnel avec le personnel. Voilà. Merci à tous les deux. Myriam m'avait demandé de couper les micros. C'est vrai que je crois qu'il y a des micros qui sont peut-être ouverts. Je ne savais pas. Merci à tous. Merci à tous. Parfait. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet, avec du coup la rémunération possible en SARL et en SAS. Alors, on va peut-être commencer par Nico. Tu vas nous faire un petit laïus explicatif de départ pour que tous on ait les mêmes informations techniques. Puis ensuite, on va aller voir l'expérience de Quentin qui, lui, il a connu les deux cas dans sa situation. Ok. Donc oui, rémunération SAS et SARL, c'est des vraies questions à se poser et que tout chef d'entreprise se pose lorsqu'il démarre l'expérience et l'aventure entrepreneuriale. Là, sur ce choix-là, il est clair qu'on a une volonté de prendre, on va dire, l'histoire, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé avant cette création de société, de façon à avoir un historique. Je sais pas qui pianote sur le. Je sais pas s'il y a un micro encore de. J'arrive pas d'entendre ça en micro, alors j'ai mis un peu fort moi aussi mon micro. Et donc oui, ce que je disais, c'est vraiment de prendre dans la globalité l'expérience de ce nouveau chef d'entreprise, et surtout aussi d'avoir une projection, alors sans savoir ce qu'il en est, parce que bien sûr quand on démarre et quand on crée sa société, on est dans des prévisionnels, mais pour autant c'est d'avoir aussi déjà un peu un objectif de parcours et du coup de situation qui va nous permettre aussi de choisir le statut de SAS ou de SARL.
On a privilégié aussi aujourd'hui de ne nous parler que de ces, on va dire, deux entités qui sont celles qu'on retrouve le plus, mais on a des corrélations avec effectivement le travailleur indépendant, lui donc qui va lui aussi rentrer plutôt dans un schéma qui se rapprocherait du travailleur salarié gérant donc de la CRL. Donc on est vraiment sur deux structures qui dès le départ doivent être choisies et sélectionnées en fonction, j'insiste, en fonction de l'histoire faite. Ensuite, on va avoir toute la partie du coup sociale que représentent ces deux statuts, et surtout le nouveau statut que prend ce chef d'entreprise. Donc, là encore, le choix d'une structure SAS versus une structure SARL va aussi avoir des conséquences sur la partie sociale, tant sur le coût que ça peut représenter des salaires, que sur demain de la protection de la prévoyance et aussi une projection retraite. Donc, il n'y a pas de bonne, et là, Mickaël, je parle sous la validation, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Pas de mauvais choix sur ces formes juridiques, on est bien d'accord. C'est ça, c'est vraiment de trouver celui qui vous correspond le mieux et qu'on va pouvoir faire évoluer. Et là aussi, et tu l'as dit un peu en teasing par rapport à Quentin, qui va nous relater son histoire, c'est que ces statuts-là sont aussi évolutifs. Alors bien sûr, souvent, c'est des sujets un peu juridiques et administratifs, mais pour autant, on peut très bien passer d'une SAS à une SARL et inversement d'une SARL à une SAS. Donc ça veut dire que ce n'est pas des choix qui sont complètement des démarrages entérinés, mais il est préférable, certes, de faire une bonne analyse en premier, d'où ce que vous expliquez, de connaître vraiment qu'est-ce qui s'est fait avant, de savoir effectivement les besoins actuels pour pouvoir ensuite projeter le choix juridique de l'entité en fonction des objectifs. Donc, voilà, sur cette partie-là, il y a vraiment une part qui est importante, et la rémunération, du coup, en découlera. Donc, on a sur cette partie-là la rémunération qui est, comme on le sait tous, le but, c'est que par rapport à l'activité qui va être réalisée, c'est de récupérer un maximum, on va dire, de cash dans sa poche. Et là, nous, notre travail, notre analyse, c'est vraiment aussi de faire le déroulé avec tout ce qui, tous ces frottements qu'il y a suivant le statut qui va être choisi. Donc là encore, pas de vérité, pas de on va dire de choses qui correspondent à tout le monde. C'est un cas particulier sur lequel on va s'appuyer pour ensuite aller chercher la meilleure rémunération pour nos chefs d'entreprise. D'accord. Alors, je me permets de préciser un petit point pour que tout le monde, parce que des fois je me rends compte en discutant avec les clients que des fois c'est pas toujours au clair, mais une SAS et une SASU c'est la même chose, donc rassurez-vous que dans SASU c'est exactement le même principe ici, et une SARL et une EURL c'est la même chose ici. Donc si vous soyez seul associé ou plusieurs associés, on va être sur les mêmes logiques ici, on parlera également de votre structure si vous êtes en SASU ou en EURL. Nicolas, avant d'aller sur l'exemple précis de Quentin, si tu devais donner 3 critères toi aujourd'hui, qui sont des critères de prise de décision entre la SAS, SASU et le URL ou SARL, ça serait quoi, toi, tes 3 critères précis qui te permettraient de faire ton choix? Alors, le premier, comme je disais, c'est l'histoire que va avoir ce créateur de chef d'entreprise. Si, par exemple, il y a une carrière de salarié du coup, qui précède la création de cette société, on va vraiment regarder déjà à quel niveau les cotisations ont été réalisées. Quand je parle à quel niveau les cotisations ont été réalisées, c'est qu'un salarié, effectivement, cotise demain à retraite et aussi est habitué, même si il n'a pas forcément utilisé, à une protection sociale importante. La protection sociale, on s'en rend compte que lorsque malheureusement on en a besoin, et donc c'est souvent parfois trop tard, c'est-à-dire que des contrats ne sont pas mis et ne sont pas créés en adéquation. Donc le fait d'avoir on va dire une histoire de salarié, la SAS, à notre sens de conseil, va être plus adaptée. SAS et SASU, effectivement, comme tu l'as dit. Pourquoi? Parce qu'on va éviter demain de créer un premier
une première baisse de rémunération, et là je me projette retraite, c'est-à-dire qu'on a été, par rapport à sa carrière, on a cotisé sur une base de régime avec des niveaux de rétrocession qui sont plutôt importants. Et bien là, malheureusement, si on ne continue pas ça, et bien on va avoir demain une pension de retraite qui va être fortement impactée. D'accord ? Le piège potentiel aussi d'une SAS peut être aussi la forme de rémunération. Une SAS est souvent privilégiée pour se dégager du dividende, hein, avoir une rémunération de salaire, on va dire, au minimum, et sortir du dividende. Donc je rentre dans quelques détails, dans quelques souplesses, et que la SAS offre plus qu'une SARL par exemple. Mais attention, pareil, les cotisations de dividendes ne sont pas effectivement demain, ne permettent pas en fait, ne contribuent pas à votre pension de retraite. Donc vraiment, on va commencer par regarder ça. Et pour moi, on va dire quelqu'un qui décide de faire un changement de carrière, de sortir du salariat pour créer sa boîte, aura plus potentiellement là un profil SAS à embrasser. Pour effectivement quelqu'un qui démarre, pour quelqu'un qui a besoin de créer, on va dire, de la rémunération de façon plus importante, donc qui est habitué à avoir un niveau de salaire important, la SARL va être là dans ce cas-là plus avantageuse. Donc là, on regarde pareil, hein, quels sont vos besoins et comment vous souhaitez vous rémunérer. Parce que les cotisations sociales qui sont prises sur une SARL vont être moins importantes que celles d'une SAS, on va dire à salaire ISO. Donc là encore, l'analyse doit se faire en amont, et par rapport à ça, on va faire ce choix-là. Donc pour moi, la SAS va avoir, en termes d'avantages, une protection sociale meilleure et une distribution peut-être aussi de salaire un peu plus souple. C'est-à-dire qu'on peut jouer sur des leviers qui sont plus favorables. A contrario, la SARL, elle, va permettre d'aller chercher, si on souhaite avoir et avoir des rémunérations et on va dire un maximum de salaire dans la poche, eh bien, va être beaucoup plus avantageuse. En revanche, on va vraiment impacter, même si la partie protection sociale a quand même été bien améliorée, hein, et calquée justement sur la SAS, eh bien on va être beaucoup moins protégé socialement et aussi au niveau demain de la rétrocession de pension de retraite. Donc là encore, c'est vrai que c'est difficile de te dire avantage-inconvénient parce que chacune des deux entités a ses avantages et ses inconvénients. Donc c'est vraiment ensuite, comme je l'ai dit, hein, le cas par cas qui va nous permettre d'identifier, de dire là, vous, dans votre situation, il est préférable d'aller sur une SAS ou sur une SARL parce que ça va servir vraiment votre histoire et demain aussi votre protection actuelle et le moment où vous êtes en train de générer effectivement du chiffre d'affaires et donc de la rémunération et demain de la rétrocession par rapport à la retraite. Super clair, super clair. Alors, Quentin, de ton côté, toi, tu as eu alors, plusieurs vies, on va te dire, en tant que professionnel. Tu as une première vie en tant que salarié, et ensuite vous avez créé Seven avec François. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu déjà comment ça s'est passé, cette création avec Seven, et finalement, quelles sont les réflexions que vous avez eues tous les deux au départ sur cette forme juridique et sur cette rémunération? Yes, effectivement, moi j'ai bossé pendant 10 ans en tant que salarié dans différentes boîtes. Donc j'étais sur un statut de salarié avec ce que tu disais, Nicolas, à l'instant, les bonnes protections qui vont bien d'un point de vue social, etc. Donc j'étais habitué à ce cadre-là. Et la création de Seven remonte à fin 2018. Donc effectivement, je décide d'arrêter après 10 ans de statut de salarié, d'arrêter de monter la boîte. Et donc c'est effectivement à ce moment-là que se fait la première rencontre avec Mickaël, que ça remonte déjà depuis un petit moment. Mais effectivement, avec cette première réflexion qui était de se dire, comme tout chef d'entreprise et créateur de boîte, quel est le bon statut à adopter. Je me souviens qu'effectivement, dès
ce moment-là, la réponse avait été de se dire il n'y a pas de bonne, de solution miracle qui correspond parfaitement. Donc ça va faire l'objet d'une discussion, et donc c'est cette discussion qu'on avait eue à l'époque, et c'est pour ça que à ce moment-là, on avait opté pour la SAS, puisque effectivement, ça fait écho à ce que disait Nicolas. Moi, j'étais habitué à un statut de salarié à l'époque, donc j'aimais bien avoir ce côté un peu rassurant de la protection sociale. On était deux cofondateurs et on avait une vision moyen-long terme assez stable de développement, mais voilà, qui n'était pas non plus complètement délirante, où on se disait pas qu'on allait passer de 2 à 150 personnes du jour au lendemain. Et donc voilà, et donc à la fois sur le passif et la projection sur l'avenir de la boîte, on avait opté pour cette partie SAS. Et effectivement, tu l'as spoilé un petit peu, mais effectivement, il y a eu effectivement un changement en cours de route qui a fait que au bout de 3-4 ans, on s'est rendu compte que la SAS n'était peut-être plus appropriée pour nous. Et donc, on a switché sur un format SARL, alors EURL précisément, mais effectivement, c'est la même chose, parce que ça correspondait 3-4 ans après à un changement de plein d'éléments dont je pourrais peut-être parler plus tard, mais qui faisait que en fait, ça devenait plus naturel et plus cohérent de passer sur ce statut-là. C'est pour ça qu'on a changé. Ouais. D'accord, super clair. Et alors du coup, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que en fait, c'est aussi une question d'état d'esprit au fur et à mesure. Quand on va avoir des personnes qui ont créé leur première boîte, qui ont toujours été salariés, c'est vrai qu'avec Nicolas, on va voir plus souvent des personnes qui vont être inquiètes de leur protection sociale, qui vont être inquiètes aussi de l'évolution de leur boîte. Moi, je me rappelle, Quentin et François, au départ, vous étiez précautionneux sur les chiffres que vous alliez réaliser. Vous disiez, est-ce que ça va marcher, voilà, on tente le coup, si ça marche pas, comment on fait, enfin, on avait des gens qui étaient la tête sur les épaules, clairement, tous les deux, et vous posiez les bonnes questions, et donc on a été safe, en fait, sur ce premier choix. Et du coup, ça correspondait bien avec l'état d'esprit. Donc, on avait un état d'esprit qui était safe sur beaucoup de sujets. Donc, on a été safe sur le choix de la structure juridique avec la SAS, pour garder le statut de salarié, pour garder la protection sociale, la protection retraite au maximum, se protéger. Et ensuite, vient et se pose la question, comme dit Quentin à l'instant, c'est que les besoins évoluent. Quentin et François se prennent au jeu un peu, tu vas me confirmer ça, Quentin, mais se prennent au jeu de l'entrepreneuriat. Et là, le mindset change, les objectifs de vie changent, et peut-être aussi, Quentin, avec François, les objectifs de vie qui peuvent être aussi différents. C'est-à-dire qu'on se démarre à deux, on fait un choix qui doit être commun. La SAS, c'est un choix commun, tout le monde doit être salarié. Aujourd'hui, sur le choix que vous faites, c'est aussi de pouvoir faire un petit peu ce que vous voulez chacun chez soi. Comment ça s'est passé et comment tu le vois, toi, ce nouveau choix que vous avez fait? Ouais, exactement. Alors, pour que tout le monde comprenne en fait ce qui s'est passé, donc je refais un peu l'historique Seven, je vais essayer de faire ça le plus vite possible. Mais en gros, on a monté la boîte il y a 6 ans, et assez rapidement, puisqu'au bout d'1 an et demi après la création de la boîte, effectivement, il y a un élément qui est assez déterminant aussi dans ce choix, c'est qu'on a fait rentrer un nouvel actionnaire majoritaire au capital. Donc, en gros, on s'est fait racheter par une boîte. Et qui du coup a permis aussi naturellement de changer un petit peu de dimension, pas tant à très court terme sur la taille de Seven, mais en tout cas dans notre vision et notre projection. Parce que tu le disais, nous on est de nature, et on l'est toujours, de nature assez prudente, mais c'est vrai que naturellement quand il y a un changement au niveau du capital avec un rachat, naturellement ça ouvre aussi de nouvelles perspectives. Donc notamment en période Covid, puisque 2-3 semaines après la signature du rachat, le Covid arrive. Donc nous, ça nous permet aussi de s'assurer, parce que évidemment, dans l'univers du sport, c'était une période qui était extrêmement délicate, et ça nous donnait en tout cas une certaine stabilité, une certaine vision sur du moyen-long terme. Et donc c'est là où on a commencé à structurer vraiment la boîte, à prévoir nos premières embauches, à développer l'activité de façon plus ambitieuse, on va dire. Et effectivement, les résultats étaient bons, ça a bien fonctionné. Et donc, naturellement, ça a accompagné de pas mal de choses, plus d'ambition, plus de croissance, et aussi, naturellement,
étant donné que les résultats étaient bons, une augmentation des revenus. Et donc c'est à ce moment-là où, à un moment donné, on est arrivé dans une situation où il y avait des frottements fiscaux qui étaient effectués et qui n'étaient pas forcément les bons et qu'on devait optimiser. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a créé donc chacun une holding, donc qui est aujourd'hui une URL, ce qui nous permet aujourd'hui de ne plus être salarié de Seven, mais d'avoir nos sociétés qui facturent directement à notre entreprise. Et donc c'est là où c'est pour ça qu'on a justifié ce changement de statut. Et pour revenir à ce que tu disais effectivement, Mickaël, c'est qu'aujourd'hui on est toujours avec mon associé, on pilote toujours la boîte, mais c'est vrai que là c'est plutôt d'un point de vue perso, et ça rejoint aussi ce que disait Nicolas en intro, c'est que je pense que tout ça, à un moment donné, ça doit lier le pro et le perso, parce que c'est intimement lié et ces choix doivent tenir compte de ces deux aspects. Où là, sur le plan perso, moi aussi, pendant cette période, j'ai eu 2 enfants, ce que mon associé n'a pas, et donc on n'a pas les mêmes problématiques par rapport à ça. Et donc, en fait, l'idée, c'était de faire de cette holding un nouveau véhicule d'investissement pour permettre justement de ne pas sortir l'argent, mais de faire repartir directement sur des investissements. Et pour répondre très concrètement à ta question, c'est là où après, en fait, ce modèle nous permet d'être hyper souple, parce qu'en fait, il nous permet de ne pas forcément faire les mêmes investissements, bien qu'on ait exactement la même structure et le même niveau de rémunération. Après, par contre, c'est mes choix personnels. Effectivement, moi, je vais investir dans des choses peut-être plus court-termistes, ou en tout cas dont j'ai des besoins réels maintenant pour mes enfants, là où François, mon associé, va plus se projeter sur de la rentabilité à long terme, etc. Bon, ça, c'est très dépendant l'un de l'autre. Et après, ce que je voulais juste aussi dire, c'est que de mon point de vue, mais vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, mais un statut de SARL, à un moment donné, même quand on est de nature un petit peu prudente comme moi, peut être compensé par, notamment sur la partie retraite, par la mise en place de PER, de choses comme ça, qui viennent à la fois garder la souplesse d'une SARL, mais en étant renforcées par des choses assez rassurantes, j'ai envie de dire, qui permettent de retrouver aussi un petit peu des similitudes avec un modèle SAS, quoi. Super, et puis une jolie passe décisive à côté, magnifique. Du coup, ce qu'il dit Quentin, c'est vraiment l'histoire dont parlait Nico au départ. Il a dit c'est l'histoire de chacun. Alors je rajouterais même un truc, là Quentin il présente quelque chose qui est hyper important, c'est-à-dire que même si vous êtes une boîte, à partir du moment où il y a plusieurs associés, on peut avoir des besoins qui sont différents dans l'histoire de chacun. Et en fait, le choix de la forme juridique, le choix de la rémunération, il peut être aussi à plusieurs, avec la prise en considération de plusieurs besoins différents quand on est plusieurs associés. Et ça, c'est important aussi à prendre en considération, et ce qui fait que c'est pas si simple. C'est rarement aussi simple que ça. C'est rarement binaire, et quand on a de la réussite, comme Quentin et François en ont aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut arriver à isoler chacun pour que chacun puisse faire ses choix et les faire suivant ce qu'il estime le mieux pour lui. Parce que finalement, le mieux pour Quentin, c'est pas forcément le mieux pour François, même si sur plein de choses, ils sont alignés. Le perso restera le perso pour chacun, et c'est tout à fait normal. Nico, je te laisse rebondir sur la base décisive de Quentin, sur l'idée de la REM, c'est une chose, sur le salaire qu'on peut avoir, ou éventuellement les dividendes sur une tête, et on peut avoir des choses autour de ça. Bien sûr. Donc là, effectivement, comme l'a dit Quentin, le statut SARL du coup, a changé pour lui demain. Sa protection sociale a changé pour lui, enfin demain, oui, au lendemain de cette décision, mais aussi dans une projection plus lointaine sur la retraite. Et c'est vrai que du coup, de ce fait-là, il est important d'avoir une réflexion qui va aider à compenser ces manques. Donc là, tout notre travail, c'est ça, c'est de calibrer les besoins actuels. Donc là, on parle souvent de niveau de vie. C'est quel est votre niveau de vie à date. Donc là, Quentin l'a dit, pour être passé comme lui par la joie de la paternité, c'est des frais de garde au départ, donc c'est beaucoup de coûts. Donc là, c'est des besoins actuels. Demain, ça sera des besoins d'études peut-être, et sûrement. Donc là, l'idée, c'est de regarder en fait par rapport à ces besoins vraiment, comme il a dit, à court terme, immédiat, et bien quels sont les meilleurs outils pour se rémunérer de la meilleure des manières, et aussi se protéger. Parce que là, si demain il y aurait quelque chose, on y revient. Alors, notre travail, malheureusement,
c'est souvent de scénariser la mort de nos chefs d'entreprise, de nos clients. On leur souhaite, hein, bien entendu, mais en tout cas, on est obligé de le faire. Et là, c'est de se dire, oui, attention, ce statut-là, du coup, enlève beaucoup de protection pour le cas où, pour demain, s'il arrive quelque chose. Donc là, on compense, tant sur la partie prévoyance, protection sociale, mais là, comme on se l'est dit quand on a préparé un peu ce webinaire, cette intervention, c'est que ça fera aussi l'objet, je pense, d'un vrai travail et de présentation auprès des clients d'Aconeo. Mais cette partie-là ne peut pas être oubliée, et donc elle est compensée par du coup de l'épargne et de l'épargne effectivement qui va être adossée au statut en question, et aussi avec des contrats d'assurance et de protection si demain le pire devait arriver. Même entre eux, effectivement, là on parle de François et de Quentin, même entre associés, si demain il arrive quelque chose à l'un ou à l'autre, eh bien on va dire l'associé survivant puisse lui-même avoir les moyens de combler demain le manque de son associé, et aussi potentiellement avoir les capacités en tant que, on va dire, un petit peu de préemption sur les parts en question, et bien de pouvoir racheter les parts de son associé. Donc là, on a effectivement différents outils. Là encore, les outils à notre disposition, on a accès à tout. Donc l'idée, c'est de trouver ce qui correspond le mieux. Là, Quentin a parlé du PER, parce qu'effectivement, il y avait une sensibilité sur la préparation de la retraite, sur ce fait de demain avoir peut-être une baisse, et aussi un sujet fiscal qui peut être là. La SARL nous permet aussi d'optimiser par rapport à ça certaines cotisations. Donc bref, c'est un support qui correspond bien. Maintenant, attention, de l'autre côté, même s'il y a des souplesses qui ont été faites sur ce support-là, ça encapsule un peu. On est sur une épargne qui va être plutôt à horizon long terme. Là, peut-être à regarder autre chose. Donc c'est vrai qu'on n'a pas fait que ça non plus, de façon à avoir des supports qui correspondent vraiment, et là j'en reviens au côté personnel, qui correspondent vraiment à des moments potentiels de la vie de Quentin et de sa vie familiale. Donc on a les outils à côté, il faut à chaque fois effectivement les faire corréler avec les choix qui sont ceux de nos chefs d'entreprise, ceux de l'évolution de leur vie de chef d'entreprise, ceux de l'évolution de leur rémunération et de leur salaire. Donc à chaque fois, c'est quelque chose qui doit être adapté et personnalisé. Super clair, super clair. Alors je vais faire un petit résumé un petit peu de tout ce qu'on vient de dire. Donc pour vous, chef d'entreprise, pour savoir si vous avez la bonne forme juridique, ou pour vous, créateur d'entreprise, qui vous posez la question quelle forme juridique sera à choisir pour vous demain, connaître votre histoire, donc être lucide sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous êtes, sur ce que vous pensez. Ça, c'est un premier point. Être conscient de vos besoins et de vos envies sur la protection sociale, la protection retraite, mais aussi les complémentaires éventuels à avoir ou à ne pas avoir, si c'est le choix que vous faites. Quentin, il a parlé aussi d'optimisation fiscale, hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi une question bien sûr de fiscalité derrière. Comment on peut optimiser au mieux tout en respectant son histoire, tout en respectant les différentes protections qu'on peut avoir. Et bien sûr, il y a une question de montant de salaire, ou moi j'ai plutôt envie de dire plutôt de montant de salaire, mais de besoin à vivre. Parce que finalement, quand on est chef d'entreprise, l'entreprise va gagner de l'argent, nous on va essayer d'en tirer un salaire qui va nous permettre de vivre et de vivre heureux, d'avoir suffisamment pour être bien dans sa vie. Mais Nicolas, est-ce que finalement l'objectif c'est de dire je vais sortir tout ce qu'il y a sur la boîte, est-ce que on va laisser une partie sur la boîte et sortir ce dont j'ai besoin, ou est-ce que finalement les deux sont possibles? Ouais, vous allez faire l'un ou l'autre. Les deux sont possibles, bien sûr, mais là encore, ça va être une analyse qui va être en fonction des besoins et des objectifs. En tout cas, quelle que soit la forme juridique, on peut tout sortir sur une société. À partir du moment où on fait du bénéfice, bien entendu. Donc là, après, ça va être l'impact fiscal que ça va avoir, l'impact effectivement sur la solidité de ma boîte, si demain je dois refaire des investissements, si demain je dois aller voir une banque et qu'effectivement j'ai zéro trésor devant moi, est-ce qu'on va me suivre? Certains vont arriver à lever des financements, d'autres non.
Donc, en fait, il va falloir adapter ces rémunérations complémentaires en fonction des objectifs du coup de la société et l'appréhender aussi à titre personnel. Parce que tu l'as dit à juste titre, la rémunération en question doit être adaptée aux besoins, au niveau de vie. Voilà, c'est exactement ça qui est important. Si des fois on a des besoins plus importants, et là je vais faire un parallèle qui parle un peu à tout le monde, c'est la levée de crédit. Effectivement, un chef d'entreprise va être entre guillemets encapsulé pendant un petit moment lorsqu'il vient de créer sa boîte avec les fameux bilans qu'il faut présenter après aux banques. Si j'ai une volonté d'acheter une résidence principale, souvent c'est le salaire qui va me permettre de dégager ça. Si je me verse du dividende, par exemple, je choisis une formule SAS sur laquelle je dis moi ce que je veux, c'est que je sorte un maximum de salaire sans que ça coûte, on va dire, 3 la boîte. Donc là, le schéma qui va être tout de suite pensé, ça va être on coche quand même les trimestres qu'il faut bien, donc le montant minimum pour valider sa retraite minimale, hein, j'insiste, et je vais me sortir un gros dividende. Sauf que là, la banque ne va pas analyser ça comme réellement une rémunération, même si réellement c'est avec ça que vous vivez et c'est ce qui tombe. Une banque va effectivement avoir besoin d'une antériorité, d'un historique, mais en plus, elle va malheureusement, parce que comme son nom l'indique, un dividende, ce n'est pas un salaire, donc ce n'est pas quelque chose pour elle de fixe, eh bien, elle va effectivement complètement minorer ce montant-là. Donc l'endettement qui sera possible auprès d'une banque sera faible, voire ridicule, et surtout ne permettra pas du coup d'atteindre l'objectif de la résidence principale. Donc on est vraiment dans quelque chose qui doit être pareil, regardé et vu en fonction des objectifs de chacun. Et après, oui, la rémunération qui va être possible, elle se fait sur différents outils, différents leviers, et parfois elle n'a pas besoin d'être faite. C'est-à-dire que là aussi, c'est ce qu'on explique, c'est un peu l'image de ce que expliquait Quentin au niveau de la remontée via une holding. La sortie en rémunération pourrait être possible, mais il y aurait des frottements fiscaux. Sauf que là, c'est d'utiliser après ce nouveau véhicule comme un véhicule d'investissement. Donc éviter une première sortie d'argent, fiscalisée, chargée, tant au niveau du coup, effectivement, charge sociale, au niveau des salaires, qu'au niveau après impôts et fiscalité. Et donc du coup, j'évite un premier frottement. Et ensuite, en revanche, j'utilise cet argent qui est, entre guillemets, encapsulé pour investir. D'accord ? Maintenant, il n'y a pas de miracle. À un moment donné, il faudra que ça sorte. C'est pour ça que le côté encapsulé a ses limites aussi. Mais dans une projection demain, eh bien, il est préférable d'utiliser ça maintenant, parce qu'on sait, et on n'en a pas besoin, pour effectivement le faire investir sur des horizons de temps peut-être un peu plus moyen-long terme. Voilà. Donc, là encore, c'est le choix qui va être... Nous, on est là pour donner les scénarios, pour donner les différentes options, et après, c'est avec le dirigeant, bien sûr, on oriente et qu'on conseille, mais c'est lui à la fin qui prend la décision. Hein. On a beau lui dire, même si c'est pas bien, si un chef d'entreprise vous dit moi je veux tout, il prend tout, même si c'est contre-productif pour lui. Maintenant, il faut qu'il sache, vraiment en connaissance de cause, l'impact que ça peut avoir, tant fiscal que patrimonial, et aussi pour la santé de sa boîte. L'essentiel, c'est de comprendre. Exactement. L'essentiel pour chacun, c'est de comprendre. On peut prendre n'importe quelle décision dirigeante, donc on a les informations nécessaires pour la prise de décision. Quentin, pour revenir sur ton expérience, vous finalement, avec François, vous avez assez rapidement pu dégager suffisamment de cash sur la boîte pour avoir des packages, on va dire entre guillemets, de rémunération, où vous avez pu, avec ces packages, se dire derrière qu'est-ce que je fais avec cet argent, est-ce que je fais A, est-ce que je fais B, est-ce que je fais C. Toi, aujourd'hui, comment tu as pensé ça à partir du moment où tu avais ton package, comment tu l'as pensé et comment tu l'appliques, plus ou moins, on n'est pas obligé de nous donner de détails trop précis, bien entendu, mais comment tu le penses, en tout cas, de ton côté? Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur ma nature aussi plutôt prudente et conservatrice, on va dire, dans la vision des choses. Moi, l'idée, c'était, comme un bon père de famille, de réussir à sécuriser un petit peu d'argent et surtout un bien pour ma famille. Donc, en gros, la priorité, moi, c'était l'acquisition d'une résidence principale. Et donc, c'est pour ça que
aujourd'hui, les logiques que je peux avoir, notamment via la création de holding, serait en priorité de réinvestir un montant de ma holding pour faire l'acquisition d'une résidence principale. Donc ça, c'est le premier point. Et après, effectivement, c'est ce que aussi expliquait Nicolas, c'est de me dire, bah, en fait, à un moment donné, ça sert à rien de me verser trop en salaire. Je vais juste, d'un point de vue purement salaire, chaque mois me verser mon besoin réel mensuel. Et en fait, plutôt que de me verser plus pour ensuite épargner, mais c'est de l'argent que j'ai fait sortir de ma holding, bah, en fait, c'est effectivement le laisser sur ma holding pour ensuite faire des réinvestissements. Donc, je parlais de ma résidence principale. Et si demain l'occasion se présente, c'est de réinvestir directement, alors peut-être dans l'immobilier ou dans d'autres types d'investissements, mais depuis la holding directement. Et c'est là où je trouve, pour prendre un peu de recul sur cette situation en tant que telle, c'est là où je trouve que le binôme comptable et gestion patrimoine a tout son sens, parce que la partie comptable, on va dire, avec toi, et tu connais évidemment notre situation pro par cœur, mais aussi perso, parce qu'en fait, naturellement, c'est des choix professionnels qui ont une implication sur le perso. Et c'est là où, en fait, Nicolas est arrivé dans les discussions un petit peu après, mais justement, quand ces fameuses questions de OK, mais ton investissement, quelle est la meilleure façon de l'investir? Et je fais une parenthèse parce qu'en parlant comme ça, parfois on peut penser que c'est des montants astronomiques, que je suis millionnaire ou quoi que ce soit. Je tiens à rassurer tout le monde, c'est pas du tout le cas, mais ça montre bien aussi que, en fait, pour moi, c'est pas des questions qu'on doit se poser quand on devient vraiment super riche. C'est juste à un moment donné, il y a un peu d'argent qui tombe. Bon, bah voilà, comment l'investir? Et même si on se parle de pas grand-chose sur le papier, bah, cette question, elle peut se poser à tout le monde, quoi. Bref, parenthèse refermée. Et Après, toi, tu peux nous dire juste combien il y a de salariés sur Seven aujourd'hui? aujourd'hui, on est une trentaine. Une trentaine sur Seven. Parce que comme ça, les gens ils peuvent se figurer un petit peu la taille. Ouais, non, t'as raison. Effectivement, on est passé de 2 à 30 salariés, donc ça reste, effectivement, on a connu une belle croissance, mais bon, ça reste encore une petite boîte, entre guillemets, même si effectivement la croissance était assez importante. Et en fait, c'est vrai que c'est là où nous, en l'espace de 5-6 ans, on a connu beaucoup de choses. On a connu un rachat, on a connu des changements d'actionnaires, on a connu du coup un changement de statut. Et ça, naturellement, bah, qui dit toutes ces étapes dit besoin aussi de conseils, parce que nous, on n'y connaissait rien. Besoin d'avocats, et en fait, toutes ces décisions-là, on ne peut pas les prendre seul, on a besoin d'être bien conseillé. Et c'est là où je trouve que la partie comptable et la partie gestion de patrimoine sont les deux portes d'entrée qui, derrière, te permettent de répondre à plusieurs questions. Et plus d'une fois, vous n'avez pas eu, vous, les réponses directement, parce que ce n'était pas votre expertise et votre cœur de compétence, mais vous avez su ensuite m'emmener vers des conseils qui avaient les réponses. Et donc voilà, c'est un peu un binôme complémentaire que je trouve intéressant. Ouais, on va même mettre trinôme, parce que c'est un peu ce que tu dis, Quentin. Ça veut dire que y a le gestionnaire de patrimoine qui va bien connaître la situation perso, il y a l'expert comptable qui va bien connaître la situation pro. Et la dernière fois, dans un de nos derniers webinaires, on avait parlé de l'avocat. Il y a un peu la troisième tête de ce trinôme d'accompagnants aux dirigeants. Et je pense qu'effectivement, ensemble, à tous les trois, on arrive vraiment à faire des choses qui sont bien, qui sont sympas et qui sont importantes pour les dirigeants. Et c'est vrai qu'on ne peut pas avoir la vision 362 tout le temps tout seul, en tant qu'expert comptable, en tant que gestionnaire de passe, en tant qu'avocat. Mais si on s'y met à trois, on arrive à avoir vraiment une belle vision. Et si on parle les uns avec les autres, on avait dit aussi avec Eric en tant qu'avocat la dernière fois, on se rapproche du meilleur conseil à mon sens. Nico, tu veux rajouter un point là-dessus? Non, je suis complètement en phase et je remercie Quentin parce que c'est vraiment un retour sur l'expérience, c'est ce qui est intéressant, c'est du concret. Et c'est vrai que, voilà, comme il l'a dit, son évolution professionnelle a fait que à chaque étape, les bonnes questions ont été posées et à chaque étape, effectivement, des intervenants ont été là aussi. Et nous, en tant que
que conseil, on a pu l'aider à prendre les bonnes décisions. Donc ouais, c'est ce qui est bien, c'est de montrer que ça marche et que ça fonctionne. Et c'est vrai, toujours, il n'y a pas de... tu as parlé de montant, Quentin. C'est vrai, la gestion de patrimoine, on a tendance à croire que c'est réservé à une élite, mais pas du tout. À partir du moment où on commence à s'interroger, se poser les bonnes questions sur justement son avenir et à avoir ses premiers euros à épargner, et c'est là qu'il faut commencer à mettre en place tout de suite une belle réflexion qui va vous permettre du coup de choisir les bonnes solutions qui vont évoluer dans le temps, qui vont répondre du coup à vos objectifs. Donc c'est ça, moi, c'est ce que j'aime dans ce métier-là, c'est de mettre vraiment le client au centre de notre analyse, et que nous, chaque expert, on puisse l'aider, l'accompagner dans l'amélioration et l'augmentation de son patrimoine. Merci Nico. Alors j'ai adoré le discours de Quentin pour une raison précise, c'est que en dehors du fait qu'il utilise plein de mots qu'on dit souvent, Nico, je me rends compte quand il a dit tout ça, Quentin, il a utilisé plein de mots qu'on utilise, mais ça veut dire que c'est pas que répéter les mots, c'est juste Quentin, je crois qu'il a intégré et qu'il est d'accord avec ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'on sort ce dont on a besoin, on va laisser le reste pour pouvoir faire ce qu'il faut derrière, on optimise. C'est vraiment une philosophie derrière où on est en phase avec nos clients et avec Quentin, et ça fait plaisir de voir que c'est les mêmes. Tu as des petits problèmes de micro, Mickaël, je crois. Tu nous dis des choses qui sont sympas et jolies, mais on n'entend pas bien. Voilà, maintenant on a vu beaucoup de points, on a discuté de beaucoup. Mickaël, je crois que tu n'as pas de problème de connexion, je pense. Ouais, je crois que tu as un souci de connexion, Mickaël, je ne sais pas si tu nous entends. Ah, je vous entends, moi, ouais. Ouais, moi, c'est haché là. Effectivement. Tu m'entends mieux là? Il y a eu des moments où c'était moins audible. C'est vrai? Tu m'entends mieux? Ouais, là c'est bon. Enfin, je sais pas si j'étais pas le seul, je pense que c'est tout le monde. Ouais, là c'est bon. Parfait. Alors, Nico, tu peux nous dire maintenant un petit peu comment, voilà, on a vu beaucoup de sujets, on a vu beaucoup de points, beaucoup de possibilités pour faire ses bons choix. Comment on entre en action maintenant, comment on trouve ce qui correspond à chacun. Alors peut-être qu'on a déjà répondu à la question, parce que j'ai l'impression que c'est des points qu'on a déjà vus, mais est-ce que tu as une minute ou deux où tu veux nous résumer ça? Oui, bien sûr. Enfin, ce qui est intéressant, c'est l'approche qu'Aconeo propose. Alors maintenant, Aconeo Group, effectivement, dans toutes on va dire les départements de conseil qui s'offrent aux clients. Donc, moi, je pense que le chargé de mission a du coup le premier. Enfin, c'est lui qui rentre en action au démarrage. Donc, c'est vraiment au chef d'entreprise de commencer à se poser les bonnes questions. Donc, souvent, les rendez-vous stratégiques permettent d'identifier des axes du coup d'amélioration, d'optimisation, parfois cantonnés à la société, et c'est important, il faut commencer par ça, parce que sans une bonne société saine et sans une belle perspective, on ne peut pas penser au reste. Si on est tout le temps déficitaire, effectivement, c'est compliqué, bien que, mais c'est quand même plus compliqué. Donc voilà, pour moi, c'est de démarrer par ça, et au sein des rendez-vous stratégiques, où là, on intervient de plus en plus. Donc, c'est vraiment de commencer par ça. Une fois qu'on aura dégrossi cette partie-là, nous, notre devoir de conseil rentre sur une analyse qu'on appelle un peu plus personnelle, du coup, avec ce qu'on appelle un audit. Donc, on va auditer la situation, toujours avec, vous savez ce que je vous ai dit depuis le départ, qu'est-ce qui s'est passé avant, où on en est aujourd'hui des besoins actuels, et comment on se projette demain. Et une fois que ça s'est identifié, une fois qu'on a bien calibré ensemble, au travers de cet audit, les champs d'action, les objectifs à court, moyen, long terme, eh bien, on va trouver effectivement ce qui correspond. Et là-dessus, je suis désolé, Mickaël, je ne vais pas t'amener un produit ou un support ou une solution. C'est souvent les clients, c'est ce qu'ils me demandent. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Parce qu'on a vraiment accès à tout aujourd'hui, et sans, c'est pas une prétention de
notre part, c'est vraiment qu'on a voulu avoir effectivement cette approche globale, hein, quel que soit le support, quelles que soient les choses. Alors, il y a des choses après sur lesquelles on décide de pas aller ou moins. Et pareil, si le client veut, nous, ne serait-ce que par rapport à nos obligations juridiques aussi, il y a des supports malheureusement sur lesquels, pour l'instant, ou alors on est interdit par une instance de tutelle, notamment l'AMF, hein, l'autorité des marchés financiers, qui chapeaute notre métier. Donc, on ne va pas effectivement aller sur certains trucs trop exotiques. En revanche, on a normalement accès à tout. Et on a tout. Et ça, en toute neutralité indépendante, on va aller chercher ce qui correspond le mieux pour vous. D'accord ? Donc, c'est après, ensemble, qu'on bâtit cette stratégie de façon à ce que les solutions qu'on va vous proposer vous permettent vraiment d'atteindre vos objectifs qu'on aura ensemble calibrés et identifiés. Super, super, je te remercie. Alors, on peut passer maintenant peut-être à une session de questions-réponses. C'est sans doute ce qui a été dit aujourd'hui a sans doute évoqué certaines questions chez les uns et les autres. On vous laisse prendre 1 ou 2 minutes pour soit ouvrir le micro et prendre la parole directement, soit écrire un petit message sur la conversation de la thread. Au milieu, je vais juste rebondir en attendant que les premiers prennent la parole et écrivent leurs questions. Je vais juste rebondir sur un point qui a été dit des deux côtés, qui a été dit du côté de Quentin et du côté de Nicolas, c'est que, vous savez, souvent la première question qu'on nous pose, c'est comment je fais pour sortir plein d'argent de ma boîte. Le premier point, moi, que j'adore dire aux clients quand ils me disent ça, c'est d'abord on fait du chiffre d'affaires. En fait, d'abord on fait du business. Si vous faites bien du business, derrière on trouvera toujours des solutions pour optimiser, pour faire en sorte de trouver la meilleure solution pour sortir de la rémunération. Mais comme Quentin l'a dit au départ, la préoccupation quand ils ont créé la boîte, ça a été j'essaye de sécuriser, j'essaye de faire du premier chiffre, j'essaye de voir comment je vais réussir à gagner des sous sur la boîte. Et une fois que j'ai réglé ce problème-là, je peux chercher à faire plein de choses, à optimiser plein de choses autour. Mais d'abord et avant tout, on doit se concentrer sur réaliser du business. Et Nico, tu l'as dit juste avant, également. Alors, est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui a bien envie de prendre la parole, peut-être? On a des premières questions. Myriam a posé une question, effectivement. Quels sont les types de placements que tu proposes? Alors, comme je l'ai dit, qu'est-ce qui te ferait plaisir, Myriam, comme placement? Parce qu'on a vraiment tout, mais pour rester dans un, on va dire, dans un panel de possibles produits, donc quand on a parlé du plan épargne retraite, hein, du PER, qui est pas mal poussé en plus par l'État derrière aussi, donc on voit beaucoup de banques qui le proposent aussi et qui l'imposent même des fois sans savoir réellement s'il correspond bien. Donc c'est pareil, les produits doivent être choisis et les solutions doivent être choisies en fonction réellement de vos objectifs. Des gens qui vont mettre en place des plans d'épargne retraite alors que réellement, si je rentre dans le technique, la tranche marginale d'imposition, tant au moment où vous le mettez en place, au moment où vous le récupérez est la même, pour moi c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, donc il y a d'autres dispositifs qui vont être plus intéressants. Dans les placements qu'on propose, est-ce qu'on parle d'optimisation de trésorerie, où là effectivement on a différents leviers à notre disposition? Est-ce qu'on parle de placement plus à titre perso, donc une fois que j'ai sorti l'argent et qu'aujourd'hui il est disponible? Voilà, donc c'est vrai que par rapport à ça, Myriam, j'en reviens au fait de se dire qu'on va auditer, et on va savoir où est-ce que je dois activer le conseil. Mais les placements aujourd'hui, je suis désolé, enfin je suis pas précis dans ce que je dis, mais si je donne tout le panel de ce qu'on a, on va en avoir encore pour plus d'1 heure, largement, même en les citant à la suite. Donc, on a vraiment accès à tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est plutôt qu'est-ce qui vous correspond le mieux. C'est plutôt ça, la vraie question. Très clair, très clair. Alors, Quentin, tu vas m'aider pour la prochaine, parce que je vais donner une partie des coûts, mais tu vas aussi donner ce que tu as vécu toi sur les coûts de création associés à la gestion d'une holding personnelle. Aujourd'hui, pour créer une holding personnelle, généralement, on va apporter les titres de votre structure actuelle, hein, parce que c'est ce que Quentin et François ont fait. Donc, moi, c'est mon conseil, c'est pas toujours le cas, mais c'est mon conseil, généralement, c'est passer par un avocat pour bien structurer tout ça, faire les conventions de trésorerie, les conventions de prestation de services, il y en a.
Donc là, il y a un coût associé à un avocat. Tu peux nous donner une tranche, Quentin, de ton côté? Moi, je pourrais en donner une sinon. Hein. Je t'avoue que j'ai. Ouais, non, franchement, c'est pas de la langue de bois, j'ai plus du tout le montant en tête, c'était pas énorme. Ouais, c'est entre 2 et 4 généralement. Ouais, moi j'avais 2000 en tête, quelque chose comme ça, effectivement, mais parce que c'est aussi notre avocat avec qui on avait l'habitude de travailler, etc. Donc peut-être que parfois c'est un petit peu plus élevé, mais ça reste ouais, plutôt raisonnable. Suivant l'avocat, ouais, suivant ce que vous avez fait comme opération autour avec l'avocat, ça peut bouger un peu, mais généralement le tarif aussi entre 2 et 4 000 euros pour pouvoir faire cette opération. Après, bon, c'est une création d'une structure, donc vous avez les coûts associés à la structure qui vont être CFE, bien sûr, comme vous êtes entrepreneur, vous connaissez, c'est la taxe qu'on va payer chaque année en décembre. Elle arrive bientôt, elle va faire plaisir. Et bien sûr, il y a les coûts généralement d'un expert comptable, sauf si vous faites la comptable vous-même, bien sûr. Mais sinon, il y a le coût d'un expert comptable. Là, on va osciller entre, je vais dire, entre 1000 et 3000 euros, suivant les accompagnements que vous pourriez avoir autour de ça pour votre vie. Quentin, tu as d'autres coûts que toi tu vois dans la holding. Après, tu peux passer une partie de tes frais personnels, du coup, tu avais peut-être sur les boîtes en dessous sur ta holding. Oui, c'est effectivement aussi une possibilité de sortir, enfin, de faire passer des charges là-dessus, mais non, non, en coût réel de la holding, à part ça, effectivement, il y a rien de spécial. En coût supplémentaire, je ne vois pas non plus. Je suis d'accord. Parfait. Après, Frédéric nous pose une question. Holding et acquisition de résidence principale égale devenir locataire de sa holding. Je confirme le point fiscal, ça voudrait dire effectivement devenir locataire fictif, entre guillemets, parce qu'on ne va pas passer un loyer. Après, ça dépendra du pourcentage que votre holding détient dans la structure qui détiendra votre résidence principale. Après, ça, c'est une question qui va dépendre de l'apport, ça va dépendre de beaucoup de choses autour. C'est du cas par cas, c'est étudié généralement avec tout Nicolas, moi, un avocat fiscaliste, généralement, pour essayer de trouver les meilleures options. C'est assez rare qu'on choisisse cette option-là, mais cette option-là peut être utile dans certains cas très spécifiques. Pour le Quentin, c'est un cas qu'on a pu imaginer, mais c'est pas un cas que je peux imaginer sur tous les dossiers parce qu'il y a quand même des contraintes qu'il faut prendre en considération. Guillaume, ouais. Dernière question, est-il possible de mettre en place un plan d'intéressement avec une structuration distincte pour les dirigeants et les autres salariés? Cela représente-t-il des avantages fiscaux? Alors là, je pense qu'elle est pour toi. Oui, un plan d'épargne, donc tout ce qui est PE et PERECO est possible à partir du moment où il y a effectivement au moins 2 salariés. Donc, on a parlé tout à l'heure de la SAS et plus particulièrement de la SASU. Une personne seule dans sa boîte ne peut pas mettre en place de plan d'épargne entreprise. D'accord? Donc, à partir du moment où on va mettre en place un plan d'intéressement, il est effectivement possible de calibrer au mieux l'intéressement et du coup, on va dire faire quelque chose qui soit en phase avec la perspective et avec les objectifs de chiffre d'affaires d'une société. En revanche, on ne peut pas, et effectivement, sur la partie on va dire, accord qui va être mis en place, c'est qu'on ne peut pas avantager un salarié plus qu'un autre. Donc là, c'est clair qu'une fois qu'on a mis ça en place, il faut vraiment que ça soit dans une volonté commune, le chiffre d'affaires de la société, que chaque membre de la société apporte sa pierre à l'édifice et du coup est ensuite intéressé par rapport au résultat qui va découler. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est encore du cas par cas, parce que quel va être le calcul de justement de cet intéressement, on va dire par rapport à quels éléments il va se déclencher. Et là, on a maintenant en plus la loi qui, je pense que vous êtes peut-être au fait, peut-être que derrière votre question c'était ça, la loi du partage de la valeur, qui est forcément mis en avant aujourd'hui par l'État, qui est vraiment beaucoup relayé
et qui intervient et qui commence à arriver du coup sur des boîtes maintenant de plus de 11 salariés, où là il y a une obligation de mettre en place ces plans d'intéressement. Et fiscalement, pour finir en termes de réponse, fiscalement, c'est hyper avantageux pour tout le monde, pour la boîte comme pour le salarié. Donc là, il n'y a pas aujourd'hui, Myriam tout à l'heure me demandait quel placement j'ai effectivement dans ma besace. Le plan épargne entreprise, c'est pas forcément un placement que moi j'ai, c'est grâce à la boîte, mais c'est aujourd'hui le meilleur placement qui existe. Parce que, en fait, en termes de charge et de, effectivement, retour sur investissement, donc le coût que ça va représenter à la boîte, on fait souvent un comparatif entre une prime qui doit être versée et du coup, une optimisation sur un point par l'entreprise. On va dire la rentabilité et l'efficacité de ce support-là est du simple au triple. Donc, c'est hyper puissant. Et en fait, tout le monde est content. Ça ne coûte pas tant que ça à la boîte. Le salarié, effectivement, récupère quelque chose de beaucoup plus puissant, net dans sa poche. Et souvent, ça fidélise aussi beaucoup. Et on a, on va dire, pour moi, une motivation commune à aller chercher cet intéressement, cette participation, sans pour autant mettre en difficulté la boîte. Parce que souvent, les boîtes, quand on met en place ces plans d'intéressement, c'est de se dire, oui, mais si cette année, on n'arrive pas à faire le chiffre, si on ne fait pas ce qu'il faut, parce qu'une année sur l'autre, bien sûr, dans cette activité, ça peut bouger. Quentin a parlé du Covid, forcément, beaucoup de boîtes ont eu un impact Covid. Et bien là, on arrive à border et du coup à protéger aussi les sociétés. C'est-à-dire qu'une fois que c'est mis en place, ce n'est pas, c'est vraiment lié à un résultat, lié à quelque chose de spécifique, que ça se déclenche. Et du coup, on essaie de trouver quelque chose et en rapport avec la société et le secteur d'activité pour pouvoir le déclencher sans que ça n'impacte la boîte. D'ailleurs, souvent, comme disait Mickaël tout à l'heure, une boîte, il faut qu'elle fasse du chiffre d'affaires et du résultat. Le déclenchement d'un intéressement, c'est déjà d'être positif. Si on n'est pas, on ne peut pas le déclencher. Ça, c'est quand même le BABA. Merci Nico. Merci Nico. Petite précision, juste avant de faire le mot de la fin, on est d'accord que potentiellement, sur un plan d'intéressement, on pourrait différencier les cadres et les non-cadres. Tout à fait, oui. Mais je parlais par famille, effectivement. D'accord. La famille. Non, mais je glisse l'idée au cas où pour Guillaume, que je connais sa structure, et je glisse l'idée au cas où s'il a besoin de différencier un petit peu. Ce ne serait pas totalement impossible dans ce cas-là. Complètement. Alors, il me reste du coup à remercier vraiment très très chaleureusement et Quentin et Nicolas, je t'en prie Guillaume. Merci aussi à tous d'être venus aujourd'hui. J'espère qu'on a pu un petit peu vous éclairer sur tout ça, vous donner des idées. Si vous avez des questions complémentaires, on est comme d'habitude à disposition. N'hésitez pas à nous faire un petit mail, on essaiera de vous recontacter pour vous répondre au plus précis. Peut-être le petit mot de la fin pour Quentin, si tu veux, Quentin. Voilà, quelle responsabilité tu me donnes. Non, merci à vous pour l'invitation. Effectivement, moi, ça va être peut-être un peu basique ce que je vais dire pour conclure, mais c'est que je pense que ce genre de questions, en fait, c'est avant tout de la confiance aussi avec les interlocuteurs que vous avez. Et en l'occurrence, moi, c'est avec vous. Mais c'est qu'effectivement, je crois qu'on l'a suffisamment répété, mais c'est avant tout basé sur notre historique, notre vision personnelle et professionnelle, et qu'en fait, ça se joue simplement qu'avec beaucoup de confiance. Et de la transparence, parce qu'il y a aussi beaucoup de situations où, en fait, moi, naïvement, avant de me poser ces questions, je pensais qu'en vous donnant mes contraintes, vous alliez me dire c'est ça qu'il faut faire, t'as pas de questions à te poser, applique-le et fais-moi confiance. Et en fait, plus d'une fois, on a eu ces fameux débats entre nous en disant vous m'avez présenté un panel d'options et après, c'est à moi de trancher parce que c'est jamais tout blanc ou tout noir. Donc c'est à la fois cette côté transparence où effectivement en fonction des contraintes vous pouvez m'apporter des solutions et après cette confiance parce que mine de rien on en discute et qu'aujourd'hui vous connaissez ma vie par cœur mais comme celle de tous vos clients et c'est ça qui nous permet alors peut-être que je me trompe et on le verra plus tard mais en tout cas à ce stade de prendre des décisions qui ne sont pas complètement débiles et de continuer à bien bosser ensemble donc voilà. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup, Quentin.
Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On a un peu dépassé le timing, je m'en excuse, mais merci à tous pour votre présence et pour vos questions et pour tout ce qui a pu être partagé aujourd'hui. À très vite. À très vite, merci.